des kaiju, des sentai et des metal héros, bienvenue dans Le Film Le Plus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Le Film Le Plus, consacré à un genre particulièrement apprécié au Japon, que l'on appelle le tokusatsu. Je suis Josh et avec mon papa, que vous connaissez mieux sous le nom d'Aurel, j'adore regarder plein de films, surtout s'il y a Godzilla dedans. Mais comme il est tard, je vais aller me coucher et laisser enregistrer son épisode. Je reviendrai peut-être vous parler d'un de mes films préférés. En attendant, bon épisode. Et n'oubliez pas de partager et de commenter sur les réseaux sociaux. Et oui, merci Joshua. Effectivement, bienvenue dans cet épisode hors série du podcast Le Film Plus, qu'on va consacrer au tokusatsu et plus particulièrement au Shin Japan Hero Universe. Si vous ne comprenez rien, ne vous inquiétez pas. On va tout vous expliquer. Et pour m'assister dans cette tâche ardue, j'ai avec moi le Ernie Hudson de ce podcast, comme j'aime à l'appeler, notre membre complémentaire, le gars sûr, la personne sur qui on peut compter. François Rey, évidemment. Bonjour François, comment ça va ? Ça va très bien, salut Aurélien. Écoute, j'espère que tu vas bien aussi. Et puis un coucou à Joss. Ouais, qui nous a bien préparé ça, cette petite intro. Là, il était particulièrement fier de pouvoir participer à l'émission. Ça fait un moment qu'il m'en parle, et puis là c'était un sujet qui lui tenait à cœur. Bon, du coup toi tu as terminé ton dernier livre, si j'ai bien compris. Tu peux en parler ou pas du tout? Je suis pas trop dans les détails pour l'instant, j'ai pas encore l'autorisation, mais on va dire que c'est dans la lignée des précédents qui étaient sans film d'horreur et sans comics à lire absolument. Sauf que là, on n'abordera pas un genre, on va aborder un type de personnage. Ok. C'est un livre que je souhaitais écrire seul à l'origine, et je me suis entouré de 4 autrices avec qui j'avais très envie de travailler, et je me suis dit que c'était la bonne occasion. Ok, ouais, donc quelque chose de différent, c'est bien. Tu vois, on nous reproche pas mal notre manque... pour le coup d'inclusion et de femmes dans le podcast. Et ben toi tu rattrapes tout ça. C'est une excellente idée. Écoute, on a hâte d'en savoir un petit peu plus, mais comme j'avais dit la dernière fois, tu vas en parler quand tu veux. Bientôt, je pense que quand l'épisode sortira, si ça se trouve, je pourrais déjà en parler en commentaire. Donc ouais, peut-être. Pour l'instant pas. J'ai pas encore la date de diffusion parce que là on va avoir du contenu, à mon avis. L'épisode va sortir pendant le mois de juillet. Il sera bien tapé, je pense, parce que là on a pas mal de choses qui arrivent, mais ouais, on aura l'occasion de revoir tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'équipe habituelle du podcast qui n'est pas là. Il n'y a pas de Pierre, il n'y a pas d'Alex. Ils m'ont laissé avec toi sur cette zone d'expression, donc on prend un peu l'espace médiatique qu'on nous donne. Écoute, de toute façon, ils n'étaient pas motivés par le sujet, parce que forcément un peu niche, et écoute, c'est pas plus mal. Pour une fois, on va pouvoir parler sérieusement des choses. Franchement, autant y aller. Ils sont en train de regarder des films de Scott Adkins, qui est pas du tout une niche. Ah ouais, non, pas du coup, tu vois, même ça, c'est moi qui le fais tout seul, donc il regarde même pas. Ah oui, d'accord. Non, là, si tu veux, c'est encore pire, on est en train de préparer un épisode de comédie française. On va reparler de Jean-Marie Poiret, de Patrick Timsit et de Thierry Lhermitte. C'est dur, cool. En ce moment. Dur. Ouais. Mais là, on n'est pas là pour ça. Du coup, on est là pour parler aujourd'hui de films japonais, de films et de séries japonaises. On va parler tokusatsu. Beaucoup l'ont fait avant nous. Pour autant, on va quand même redéfinir un petit peu ce que ça veut dire. Et tu n'hésites pas à intervenir et à me corriger. Bien sûr. Le tokusatsu, c'est quoi ? C'est la contraction donc de deux termes japonais, tokushu satue. Alors je parle très mal japonais, mais ça signifie en gros effets spéciaux. Donc c'est une contraction, le terme
tokusatsu qui est né au Japon dans les années 50 et qui va regrouper un peu toutes les créations audiovisuelles qui utilisent des trucages pour nous raconter plutôt des histoires fantastiques, science-fictionnelles. Ça regroupe plusieurs sous-genres, notamment le Kaiju Eiga, le film de monstres géants. C'est par là que tout a commencé. Le Yokai Eiga, qui est le film de fantômes issus du folklore traditionnel japonais. Parfois, les deux vont même s'entremêler, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et puis, on a les Henshin Hero, qui regroupent tout type de figures super-héroïques, et notamment un genre que les Occidentaux connaissent bien, à savoir le Super Sentai, qui est qu'on pourrait définir par des super-héros qui combattent dans des combinaisons colorées, comme on a connu avec Bioman, ou plus tard les Power Rangers, qui ont utilisé des images d'autres Sentai japonais entrecoupées de scènes filmées avec des acteurs américains, et qu'il ne faut pas confondre non plus avec les Metal Hero, comme XOR par exemple, qui est un autre sous-genre de ces Henshin Hero. Voilà un peu rapidement. Est-ce que tu voyais des choses à compléter là-dessus, des éléments à rajouter? T'en as déjà dit beaucoup. Tu as tout à fait raison, hein. C'est vraiment les Sentai, les Super Sentai qui ont popularisé, on va dire, le tokusatsu en France. Parce que même si les films Godzilla, dont on parlera plus tard, dataient de bien quasi 30 ans avant, 25-30 ans avant l'arrivée de Bioman et compagnie à la télé, c'est vraiment les Sentai qui ont rendu populaire le genre, qui ont été un peu le cheval de Troie de tout ce qui va être la science-fiction au Japon. Je fais exception, en fait, de la fin des années 70 de Sankukai, qui est une série de science-fiction un peu, on va dire, inspirée de Star Wars, mais qui, pour autant, il y a des effets spéciaux, il y a de la SF, mais rentre pas vraiment dans le pur Sentai. Ni Metal Hero, ni Sentai. Mais on en retrouve quand même les grandes lignes. C'est ta porte d'entrée, toi? C'est comment... Quel rapport t'as avec le tokusatsu de manière générale? Quel souvenir ça t'amène? Je pense, avant les Maîtres de l'Univers, c'est la première série que j'ai le souvenir d'avoir vu à la télé, mais alors vraiment tout petit, hein. Je pense autour des 3-4 ans, mais vraiment un truc comme ça, avec XOR. Ouais. Donc les Metal Hero. Ensuite les Bioman, les 3 premières séries qui ont débarqué en France, qui sont pas les 3 premières séries japonaises, mais les 3 premières séries françaises. Un peu de Metal Hero qui sont revenus derrière. Je pense à... Je crois que les noms ne reviennent pas comme ça. Je suis un peu plus au dépourvu, mais il y avait Jiraiya, par exemple, qui était un peu dans une niche un peu historique, science-fiction, avec des ninjas. Et puis les Godzilla et tous les films de Kaiju, bien plus tard, vers la fin de l'adolescence. Ouais. Ouais, dans les Metal Hero, il y avait Spilvan, Charivan, voilà. Mais XOR à l'origine. Ouais, donc là on est sur les années 80, fin 80 plutôt. Même début 80. Ouais, début 80. Ouais, début 80. Je pense que je regardais XOR vers 84, 85. Ouais, je pouvais pas regarder, moi je n'ai pas encore doublé ce monde. Tu étais prêt à aller. pas longtemps. Mais c'est ce qu'il y a d'intéressant. Ouais, complètement. Tu vois, à chaque fois, quand en tant qu'Ernie Hudson, j'interviens dans l'émission, on met souvent en avant la différence d'âge dans l'appréciation des films dont on va pouvoir parler, et la perception des films dont on peut parler. Et c'est vrai qu'en préparant un peu l'émission, je me disais, Aurélien est quand même plus jeune, donc est-ce qu'il a connu cette génération Bioman un peu? Toi, je pense que t'es plus Power Rangers. Ouais, forcément. Maintenant, Bioman, ça reste aussi un souvenir assez brumeux, mais après, faut dire que ça a été un peu parasité par les inconnus, en fait, parce que bien sûr. Moi, Bioman, c'est les inconnus, c'est Bernard Minet, mais je me souviens en avoir vu, je me souviens que ça existait avant même les Power Rangers, mais c'est sûr que j'y suis rentré plus par les Power Rangers, mais aussi par les jouets aussi, et par la série Winspector,
En fait, c'était... Oui, Inspector, bien sûr, qui était un métal héros c'est aussi. ça. Ouais. Et moi, c'est les jouets, en fait. C'est la voiture de Inspector qui se transformait, qui devenait blanche ou rouge, avec tu pouvais rentrer les côtés, enfin, la carrosserie, la repliée vers l'intérieur. Enfin, c'était... Ouais, c'était des super jouets. Ouais, c'était canon. Donc ça, c'est vraiment des souvenirs d'enfance. Et puis après, un peu comme toi, moi le kaiju, ça a commencé vraiment avec le Godzilla de Roland Emmerich, qui m'a... pareil. Qui m'a révélé le personnage, en fait. C'est ça. Moi, il m'a en fait indirectement, c'est que autour de la sortie du Roland Emmerich, je pense qu'il y a Canal à l'époque qui a dû faire une sorte de mini rétro dans le cinéma de quartier et qui avait diffusé les 3 premiers Godzilla. Et le personnage, tu vois, je le voyais de loin, il m'intéressait vraiment, mais le film était inaccessible. C'était un peu une révélation, quoi. Ouais, moi c'est la même chose. Et en même temps, on avait l'habitude de ces monstres géants à la fin de chaque épisode de Super Sentai, puisque dans un Super Sentai, le monstre est à taille humaine au début et va finir en monstre géant, va détruire la ville comme un kaiju, et on va avoir le robot géant qui va arriver pour l'affronter. Ouais. Exactement, c'est toujours la même recette et c'est ce qu'on voulait voir en fait à chaque épisode. Et c'était c'était les techniques qui datent déjà des années 50. Je vais en parler rapidement après, mais la suit motion, donc l'homme dans un costume, les robots, tout ça, c'était des hommes dans des costumes. Et moi, je sais que c'est ça qui me plaisait et ce que ne comprenait pas notamment mon père, parce que de voir des gens qui gesticulent dans tous les sens, qui en font beaucoup trop, avec un scénario. C'est vrai que c'est bête comme scénario, c'est toujours la même mécanique, mais en même temps, on voyait des effets spéciaux le matin en regardant la télé entre 2 dessins animés, quoi. Et moi, c'est un truc qui m'avait toujours intrigué. Donc et puis le rêve d'enfant et c'est pas anodin que mon fils intervienne parce que je lui ai un peu transmis ça, c'est que le gigantisme des monstres, les robots qui sont en face, moi si comme lui j'avais pu découvrir Pacific Rim enfant, je serais devenu fou. Je serais devenu fou parce que c'est exactement ce que j'imaginais dans ma tête quand je jouais avec mes jouets, quoi. Donc bien sûr. Donc c'est... Et c'est ce qui est génial dans le fait que ton fils et puis sa génération puissent toujours apprécier que ce soit les Super Sentai ou les films de kaiju. Ouais, en plus on a accès maintenant à beaucoup plus de choses et c'est tant mieux si on aime ça, si on sait rentrer dedans et prendre aussi ces films pour ce qu'ils sont parfois. C'est... Bien sûr que des fois c'est un côté kitsch, mais c'est ça qui fait partie aussi de l'aventure, quoi. Et tu refais encore de belles découvertes. Nous on s'est maté il y a pas si longtemps Godzilla versus Biollante, et qui est plutôt réussi en fait, vraiment pour le coup, et assez accessible, plus que quand je lui ai montré Godzilla Final Wars qui venait un peu clôturer l'ère Millennium. Là c'est foutraque à fond et c'est à moitié un Sentai, c'est à moitié un Kaiju Ega, c'est n'importe quoi. Et oui, il a aimé certaines scènes, mais il est pas rentré dedans non plus. Et c'est vrai que même moi aujourd'hui, ça allait un peu loin. Mais voilà, après tout ça, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, ça vient des années 50. Puisque en 1954 il y a un film qui va faire date forcément dans le cinéma japonais et mondial. On en parlait tout à l'heure, forcément c'est Godzilla que moi j'avais découvert aussi juste après, je pense que c'était plutôt une diffusion sur Arte à l'époque, que j'avais réussi à choper comme ça. Donc c'est la firme Toho, qui est une célèbre société de production au Japon. Le film est réalisé par Ishiro Honda, mais surtout à l'époque les effets spéciaux sont d'un certain Eiji Tsuburaya, et je pense que c'est important qu'on revienne un peu sur ce personnage-là parce que il va avoir son importance sur la suite et sur les films qu'on va évoquer ensuite. Donc c'est un monsieur qui est né en 1901, qui a commencé très jeune par réaliser des maquettes d'avions, qui a même essayé de devenir pilote d'avion, pour finalement intégrer le milieu du cinéma dans les années 20, d'abord comme caméraman, mais très vite va se spécialiser en fait dans les effets visuels, notamment après avoir pris, comme beaucoup à l'époque, un gros choc en découvrant le King Kong de 1933 de Monsieur C. Cooper,
et Ernest Schoedsack, avec les effets visuels de Willis O'Brien. Forcément, c'est à partir de là que l'idée de réaliser un film de monstre ne va plus le quitter. Il va intégrer l'ATO en 1940 pour y réaliser des effets miniatures sur des films de propagande, parce que on est en pleine Seconde Guerre mondiale, avec même une petite reconstitution de la bataille de Pearl Harbor en 1942. À tel point qu'il est d'ailleurs accusé de vol de plans par les Américains, parce que tellement ces miniatures sont réalistes. Et donc, ça va le pousser un petit peu à quitter l'ATO vers la fin de la guerre pour la réintégrer dans les années 50, en 1953, avec un film qui s'appelle L'Aigle du Pacifique, déjà réalisé par Ichiro Honda, avec qui il va tourner donc l'année suivante, en 54, Godzilla. À ce moment-là, il est toujours forcément, il réalise son rêve, enfin, de réaliser un film de monstre géant. Il est inspiré par le travail de Willis O'Brien, sauf que la stop motion, ça prend des années à réaliser à cette époque-là. Donc, comme le rythme de production japonais, il n'est pas du tout le même, puisqu'il va avoir 4 mois pour réaliser son film, il doit trouver une solution. Et c'est là que commence en fait l'idée de mettre un homme dans un costume, ce que j'ai dit tout à l'heure, le man in suit ou la suit motion, et de les faire déambuler dans des décors miniatures qui ont été créés pour l'occasion. Et c'est donc le début de ce qu'on va appeler le tokusatsu. Donc Tsuburaya, lui, il avait s'était déjà fait un nom, mais je pense que là, c'est un peu la consécration. Il va continuer à développer d'autres projets par la suite, notamment à la télé, puisqu'il va adapter le shonen Astro Boy, Mighty Atom, le personnage créé par Osamu Tezuka en 52, et qui a été adapté en série télé entre 1959 et 1960. Donc lui va faire les effets spéciaux. En 63, il va créer la Tsuburaya Special Effects, qui va devenir Tsuburaya Productions en 68, et créer une série qui va être hyper importante pour les Japonais, qui s'appelle Ultra Q. Est-ce que tu connais, t'as déjà un peu regardé ce genre de choses, ou c'est plus de réputation? Ouais, je regardais un peu après XR, je regardais Astro, ouais. Et Ultra Q, j'ai jamais vu. Non, jamais. C'est un peu, donc c'est si tu veux, c'était une série où t'avais le kaiju de la semaine, des kaiju qui étaient à chaque fois inspirés du yokai, en fait, des fantômes du folklore japonais. Ouais, et donc traditionnel, ouais, c'est ça. Donc à chaque fois, il y avait un kaiju, un monstre géant inspiré par un esprit traditionnel japonais. C'est là qu'il commence à travailler avec son fils, Hajime Tsuburaya, et à la suite de ça, donc la même année, en fait, la série Ultra Q va s'arrêter, et tout de suite va commencer une autre série qui s'appelle Ultraman, et qui est un peu la suite, la saison 2 d'Ultra Q. Et là, c'est un personnage qui va vraiment au niveau pop culturel japonais faire vraiment date, quoi, parce que derrière on va avoir une bonne 30aine de saisons de séries télé, une 40aine de films. Enfin, c'est assez dingue. Le personnage à la base devait s'appeler Redman, par rapport à sa couleur, et finalement le nom sera abandonné, mais il sera repris plus tard dans la série, dans une autre série, avec un personnage qui ressemble beaucoup. Ce qui est marrant, c'est que on parle depuis tout à l'heure de cinéma ou de télé, mais en fait le tokusatsu c'est aussi du théâtre au Japon, puisque le personnage a été introduit dans une pièce de théâtre. La première fois qu'on a vu Ultraman, c'était pour lancer la série, mais à travers une pièce de théâtre qu'on peut retrouver maintenant sur Internet. Et surtout, la particularité d'Ultraman sur sa première saison, c'est que c'était une série en couleur, contrairement à Ultra Q qui était entièrement en noir et blanc. Et sur tout ce qui est décorum, tout ce qui est costume, il y a énormément d'inspiration en fait de la part de Tsuburaya, des Thunderbirds. Donc on retrouve toute cette imagerie-là des Thunderbirds, et c'est vrai que c'est assez flagrant quand on voit quelques images de la série.
Et pour clôturer un peu ce qui va devenir un petit peu une sorte de trilogie Ultra, il va y avoir Ultra 7 à la fin des années 60, 67, 68, qui vient rajouter encore d'autres personnages. Série personnage que je maîtrise un petit peu moins pour le coup. Tsuburaya, lui, va décéder en 1970, mais va forcément laisser un immense héritage au cinéma japonais, mais pas seulement. Je dirais qu'un des premiers, un des héritiers les plus connus, en tout cas quelqu'un qui aura été fortement marqué par Tsuburaya et son travail, c'est un personnage qui va être important pour la suite de ce podcast, puisque c'est le moment d'introduire un certain Hideaki Anno, et je t'ai laissé la lourde tâche de nous le présenter. Écoute, merci. Hideaki Anno, c'est un artiste japonais qui va, comment dire, pour essayer de minimiser la chose, il va retourner le monde de la science-fiction et de l'animé dans les années 90 avec une série qui s'appelle Neon Genesis Evangelion. Et ça, c'est, comme tu le disais, on voit que tout ce qu'il a vu dans son enfance, les séries que tu as nommées avec les Ultra Q, Ultra 7, même Ultraman, avec les Sentai qui étaient apparus dès la fin des années 70, début 80, avec les films de Kaiju depuis Godzilla. Il va tout mettre dans un sac, il va secouer, et quand il va l'ouvrir, c'est Evangelion qui va sortir. Il va même mettre la Bible aussi dedans, et pour sortir Evangelion. C'est pas sa première série, enfin c'est pas sa première création, mais c'est celle qui va marquer le plus la planète pop culture, si on veut. Ouais, complètement. Et on verra plus tard dans l'épisode aussi, avec le Shin Japan Heroes Universe, qui va, je trouve, au cours des 3 films, il y a une réutilisation de toutes les inspirations qu'avait pu avoir Tsuburaya quand il a créé ses propres séries. Voilà, pour faire une petite présentation rapide d'Hideaki Anno. Et il y a un élément, alors on va peut-être s'arrêter 2 minutes sur Evangelion. Moi, c'est une série que je connaissais, qui m'avait, autour de laquelle j'avais beaucoup tourné, mais sans avoir forcément l'opportunité de la voir. C'était forcément des images que tu avais dans les magazines spécialistes manga à l'époque, dans les années 90. Fallait choper les VHS. C'était pas forcément très très facile d'accès. Donc du coup, comme beaucoup, je pense, moi je l'ai regardé quand ça a été diffusé sur Netflix. Et et d'ailleurs, voilà, je pense que c'est une très bonne manière de découvrir la série, parce que du coup elle est remasterisée, elle était il y avait les 26 épisodes plus derrière les films. C'est ultra compliqué de suivre la chronologie Evangelion, parce que après la série, il va refaire des films qui vont condenser la série, il va remonter des choses, rajouter. C'est assez bordélique, mais en tout cas de la série déjà, de pouvoir la découvrir comme ça, ça a été un choc, parce que comme tu dis, au début ça commence vraiment comme toutes ces influences digérées, comme un vrai programme de divertissement, et puis petit à petit tu vas sombrer dans quelque chose de complètement différent et d'ultra dépressif. Carrément, et de jamais vu aussi. C'est ce côté, on n'est pas dans Gundam, on n'est pas dans Planet Labor, on a ces robots qui sont organiques, et ça change tout, et en même temps c'est tellement sombre, parce que Anno, après donc sa série Nadia, qui était une série inspirée un peu de Jules Verne, une série d'aventure, va sombrer dans une grave dépression pendant plusieurs années. Il va tenter de se suicider, et à plusieurs reprises. Et cette série Evangelion est empreint complètement de ça. Et si on n'est pas préparé, ça peut faire mal, quoi. Vraiment, c'est assez dur, et ça va très loin dans
dans l'âme humaine, tu sens qu'il a des comptes à régler avec beaucoup de choses, quoi. Il a des comptes à régler avec beaucoup de choses, avec lui-même, très probablement, parce que son personnage principal, Shinji Ikari, il y a quand même beaucoup de lui. Ouais. Et puis, il est pas cool avec lui, quoi. Hein. Non, bah non. Il lui fait endurer les pires choses. C'est terrible. Et puis, déjà, faut le dire, c'est des enfants de 14 ans qu'on force à aller dans des robots pour combattre des monstres géants sortis de terre. Et ils n'ont pas forcément envie d'être là. Et lui, il a des choses à régler avec son père. Et la série se termine par une phrase qui m'avait marqué. Alors, c'est la traduction de Netflix, je dis ça, ça finit par « je me dégoûte ». Et tout est dit, en fait. Et c'est aussi une série qui a déçu par sa fin, parce que personne n'avait vraiment compris. En fait, les derniers épisodes ont été faits assez rapidement, avec peu de moyens, et c'est un côté anti-spectaculaire qui sera aussi une récurrence chez lui, sur certains points, et qui avait beaucoup dérouté de monde, donc il s'est senti obligé de faire des suites. J'ai pas voulu y aller, en fait, parce que j'avais déjà tellement pris dans la figure avec la série que de me dire, il refait une fin, en fait, derrière, il y a 3 films pour refaire la fin, et en fait... Alors qu'il y a déjà eu, comme tu disais, 2 films. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est difficile, ça peut être difficile de se replonger dans Evangelion quand tu as vu la série déjà une première fois, quelle que soit sa version, j'ai envie de dire, que tu regardes les films qui déjà te remake la série et puis vont plus loin, et que derrière il y a les 4 films qui à nouveau reprennent tout, mais vont à chaque fois un peu plus loin, si tu veux, dans la noirceur des personnages et de l'univers. Oui, de ce que j'ai pu voir, ça va de plus en plus loin dans des trucs même parfois un peu dégueulasses, donc faut être préparé, et il n'aura de cesse que d'y revenir, hein, d'ailleurs, même puisque on va donc introduire le Shin Japan Heroes Universe, qui sera un petit peu sa réappropriation de pas mal de grands mythes de l'industrie, de plusieurs séries et de films, et lui va réinventer Evangelion aussi à un moment donné, là tout récemment, et tout sera empreint de ce qu'il est et de son état psychologique. Enfin, ça c'est assez marquant aussi. Enfin voilà, pour un peu finir sur Evangelion, c'est je sais que les amateurs de manga un peu classiques, des gens qui aiment les shonen, tout ça, vont pas. Enfin, moi j'ai pas eu des bons retours, en fait, alors que c'est ce que j'aime, c'est cette justement proposition là complètement autre, en fait, qui m'a intéressé, même si c'est vrai, j'accorde, c'est pas facile. C'est franchement pas toujours facile, c'est pas satisfaisant, c'est pas c'est pas Pacific Rim, quoi. Pour le coup, on en est très loin. Non, c'est Pacific Rim contre l'humanité, Evangelion. En fait, là pour moi, la différence générationnelle, elle a toute son importance. C'est que pour ceux qui ont découvert Evangelion en étant ados, c'est une des meilleures séries animées qui puisse exister. Et quand tu le découvres plus tard, tu peux être déjà un peu sonné par ce qu'on a déjà dit, la quantité de séries, de films, de films qui se remakent entre eux, et par la noirceur où, entre-temps, Anno, il est devenu une méga star. Je pense que dans les artistes japonais, il y a... son nom ne revient pas, le créateur de Metal Gear... Hideo Kojima, tu vois. Oui. Je pense que c'est un peu l'équivalent d'un Hideo Kojima, Hideaki Anno. Et tous les compromis qu'il a dû faire dans les années 90 pour créer Evangelion, il a plus besoin de les faire aujourd'hui, et les séries, elles sont... je peux comprendre que pour certaines personnes, ça puisse paraître irregardable. Enfin, très dur à regarder. Voilà, ce qui est dommage. Mais ce qui n'est pas le cas de son Shin Japan Hero Universe.
est-ce que tu veux introduire ce Shin Japan Hero Universe et commencer à parler du film que tu as souhaité présenter? Ouais, tout est parti un peu de là, hein, d'ailleurs, je crois dans la présentation de l'émission, c'est qu'on discutait un peu des films qu'on regardait en ce moment, et puis le Shin Universe est ressorti. Donc, le Shin Japan Hero Universe, il va commencer avec Shin Godzilla, qui en France a été renommé Godzilla Résurgence. Donc c'est donc un film réalisé par Hideaki Anno et Shinji Higuchi. Shinji Higuchi, c'est son co-scénariste sur Evangelion. C'est le point d'entrée donc de la relecture de plusieurs grandes figures du cinéma du type tokusatsu qu'on appelle le Shin Japan Heroes Universe. Cette relecture, c'est les relectures de l'histoire créée par Ishiro Honda et Tomiyuki Tanaka en repartant de zéro. On a je ne sais plus combien de films Godzilla qui existent avant que Anno décide de s'y attaquer, et il fait table rase de tout ce qui s'est fait. Ce qui lui permet en fait de jouer sur le fait qu'on connaît déjà le personnage, mais tout en ayant un champ libre pour se permettre certaines libertés. Comment dire, c'est un mélange entre des libertés prises qui sont très personnelles à Anno, comme il avait fait sur Evangelion, et un respect incroyable aux œuvres d'origine qui vont nourrir cet univers. Alors, je tiens juste à préciser pour les auditeurs que s'il y a un peu des temps morts dans ma présentation, c'est que j'entends ma voix en écho depuis le début de l'émission et que j'ai un peu de mal à caler le rythme on a quelques soucis techniques, mais voilà. on va s'en donc, comme je disais, voilà. Tout d'abord, Anno, il va respecter le style de chacun de ses personnages emblématiques et de ses films, en les modernisant à peine ou de façon invisible, les effets utilisés. Et son Godzilla, en fait, il est très éloigné des films qui existaient juste avant la sortie du sien, que ce soit les Américains ou les Japonais, et qui existeront juste après, comme Godzilla Minus One. C'est un point qui va prendre encore plus d'importance avec les films suivants, que seront Shin Ultraman et Shin Kamen Rider. Et ensuite, pour Anno, c'est l'occasion de distiller un élément important de son œuvre, je trouve, depuis Evangelion, c'est l'omniprésence de la bureaucratie, au risque de devoir ressortir avec une sensation d'avoir vu un film trop verbeux. Shin Godzilla, est la représentation de ce qui se passerait dans notre réalité si un kaiju débarquait sur les côtes japonaises. Avant de comprendre et d'affronter le roi des monstres, nos dirigeants passeraient un temps fou à discuter, à organiser des réunion sur réunion, à prendre des décisions contre-productives, à laisser couler. Bref, si le premier film d'Ichiro Honda était une métaphore d'Hiroshima et de ses conséquences, Shin Godzilla, c'est le réchauffement climatique qui frappe à nos portes pendant que nos gouvernements pensent aux prochains mémos qu'ils vont pouvoir envoyer. Voilà comment je pourrais vous présenter le film, chers auditeurs. Très bien. Alors, moi, techniquement, j'ai pas tout entendu, mais j'ai entendu l'essentiel. Pardon. On va y arriver. Tu l'as découvert quand, toi, Shin Godzilla? Parce qu'il est sorti finalement chez nous que en fin d'année dernière, alors que le film date de 2016. Tu l'avais découvert en 2016 ou récemment? Je l'ai découvert à la sortie. Alors, Shin Godzilla, tu dis que c'est 2016. Je l'ai découvert au PIF, le salon du film fantastique qui a lieu à Paris à chaque mois de décembre. Je me souviens que les organisateurs, Fausto Fazulo de Mad Movies, Cyril Despontins, nous avaient dit que ça avait été très compliqué d'obtenir le film, parce que la Toho avait apparemment une volonté à l'époque que le film ne sorte pas du Japon. Donc il est sorti en 2016 au Japon et fin 2016 diffusé à ce festival, à condition que la séance soit unique. Voilà, donc diffusion unique, on ferme et le film ne sera plus visible chez nous. Jusqu'à, comme tu dis, que les Blu-ray et les diffusions sur les différentes plateformes de streaming nous deviennent accessibles là, dans ces derniers mois.
Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai découvert comme ça parce que j'ai pas pu aller le découvrir au pif ni dans n'importe quel autre festival. Et je voulais pas le pirater en fait. Il y avait un Blu-ray italien qui était sorti, mais au niveau sous-titres, c'était un peu compliqué. Et puis il y a Spectrum Film. Qui a sorti un magnifique Blu-ray limité en 1000 exemplaires avec la blinde de bonus, de commentaires audio, notamment de Fabien Moreau et Nicolas de Néchaud, qui sont un peu des spécialistes. Et c'est un super objet, et du coup, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de découvrir ce film. Je pense qu'il y a une édition un peu plus classique qui existe aussi, parce que maintenant, celle-ci est épuisée. Mais elle était déjà chère à la sortie. Oui, c'était déjà un petit prix, c'était mon cadeau de Noël. Donc c'est comme ça que je l'ai eu, et en précommande en fait, c'est parti tout de suite. C'est parti tout de suite, donc voilà. Et du coup, petit point de contexte, je l'ai découvert après avoir vu Godzilla Minus One au cinéma. Okay. Donc il y a forcément une comparaison qui s'est faite entre les deux, et on a deux films complètement différents. Donc moi, t'as déjà dit pas mal d'éléments. Ce qui m'a interloqué un petit peu, c'est cette multiplication de points de vue, de modes de captation, notamment vers le début. On a une espèce de côté fan footage qui veut renforcer un peu le réalisme du film, quoi. Du coup, tu sais pas trop où tu tombes. C'est ça. Moi, je trouve que c'est pas toujours bienvenu. Encore que sur Shin Godzilla, c'est pas très choquant. Sur Shin Ultraman, il y a quand même certains plans qui... Tu te demandes si c'est pas un peu tape à l'œil de ressortir une GoPro des fois pour c'est encore pire que ça. Des personnages qui ouvrent un caisson de bureau, quoi. Mais j'avais apprécié cette différence de traitement dans Shin Godzilla, où t'as l'impression que tu suis l'évolution du monstre avec une évolution dans la réalisation aussi tout au long du film. Ouais, tout à fait. Et sur c'est marrant que tu évoques le Blu-ray italien, parce que moi j'avais le Blu-ray anglais que j'ai chopé, je pense début 2017, un truc comme ça. Et ça me rappelle une anecdote de Fausto Fazulo lors de la projection, qui nous disait qu'il était allé au Japon pour la sortie du film à l'époque, et qu'il imaginait ça comme un Godzilla comme on les avait toujours vus, si tu veux. Donc il s'est dit, je vais me poser dans la salle de ciné, puis je vais arriver à suivre le film, même sans parler japonais, sans sous-titres. Et vu que c'est un film où tu suis quand même pendant les 3/4 du film des gens dans des bureaux en train de parler, bah forcément il avait rien capté. Ah ouais, si t'as pas les clés de lecture, c'est compliqué, c'est quoi. Parce que tu l'as dit, c'est compliqué. C'est quand même. C'est ça. C'est verbeux. C'est très très verbeux. Je sais que ça en a repoussé certains, surtout. Comme tu dis, depuis la sortie de Godzilla Minus One, qui est à l'opposé, qui joue sur le spectacle, qui est un excellent film. J'ai aussi adoré. Je suis juste un peu triste que je pense que Godzilla Minus One fera peut-être qu'on n'aura jamais de suite à Godzilla Résurgence, à Shin Godzilla du coup. Mais c'est un peu deux faces opposées du personnage, qui sont tout aussi bien l'une que l'autre, que je conseille à tout spectateur qui n'ait jamais vu de Godzilla ou qui en ait vu certains de découvrir. De découvrir les deux. Petite anecdote supplémentaire. Pardon ? De découvrir les deux, du coup. C'est ça que tu dis ? De découvrir les deux, ouais, vraiment. Peu importe l'ordre, mais de voir ces deux facettes complètement différentes du personnage, notamment dans les effets spéciaux. Ouais. On a un Godzilla beaucoup plus à l'ancienne dans Shin Godzilla, et puis un Godzilla moderne dans Godzilla Minus One. Et donc, petite anecdote toujours sur la projection de Shin Godzilla au pif. Donc, dans les spectateurs avec qui je suis allé voir le film, il y avait un ami de l'émission. Alors, si je suis le Ernie Hudson, lui, c'est peut-être le Rick Moranis de l'émission. C'est notre ami Alexandre Poncet, le réalisateur Alexandre Poncet et journaliste de Mad Movies. Et donc on regarde la projo et on est tellement bluffé par le film
qu'à la fin de la projection, on appelle Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars Les Derniers Jedi, Star Wars 8, dont le film devait sortir une semaine après la projo de Godzilla. Et donc on l'appelle pour lui dire accroche-toi, on vient de voir le nouveau Godzilla, et tu vas avoir du boulot pour le battre. Oui, parce que comme toute personne normalement constituée, qu'est-ce qu'on fait en sortant d'une séance ? On appelle un réalisateur de Star Wars. C'est normal. Bien sûr. Bien sûr. J'aime beaucoup cette anecdote. C'est très très fort. Non, vraiment, je comprends le choc en fait à ce moment-là, surtout que c'est le premier Godzilla japonais 100% en images de synthèse. À un moment, ils se sont dit, c'est... Gareth Edwards fait son Godzilla, à nous de montrer qu'on sait y faire aussi, et avec 10 fois moins de budget, si ce n'est plus. Et voilà, ils s'en sortent plutôt bien, même si on pourra reprocher quelques effets parfois qui commencent à... je pense notamment au début quand il est en larve, parce que du coup il évolue au fur et à mesure du film, il a cette larve. C'est le seul moment où et après c'est le design qui fait aussi que avec ses énormes yeux blancs sur les côtés là, c'est assez déroutant, mais pour autant je me disais à ce moment-là même clairement il arrive quand Godzilla avec ce monstre qui a l'air un peu tout bizarre. Oui. Mais ça fait partie du charme aussi que cherche à instaurer Hideaki Anno. Ouais, le style chasse. Chers auditeurs, ça va être le meilleur enregistrement, le meilleur enregistrement audio de toute l'histoire de le film. Toutes les conditions sont parfaites. Je pense qu'on va en entendre parler pendant des siècles de la part des absents. Mais on va y arriver. Il y a un élément important du film également, c'est son aspect hyper politique, forcément. Parce que c'est une critique aussi du système décisionnel et un peu de l'enracinement du régime japonais, en tout cas d'après Anno. Je suis pas un spécialiste de la géopolitique japonaise, mais en travaillant un peu sur l'émission, je me suis un peu renseigné, et c'est vrai que j'ai lu qu'à ce moment-là, arrivé au pouvoir, un premier ministre plutôt axé très à droite, et le Japon a cette particularité que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ne peuvent pas avoir d'armée, ils peuvent avoir une armée d'autodéfense finalement plutôt. Donc c'est un peu un aspect un peu ambigu, et Anno dans son film va un petit peu critiquer le manque d'action, et donc ce côté un peu trop attentiste japonais, et le fait de ne pas pouvoir attaquer directement, et vient clairement aussi critiquer l'hégémonie américaine et son emprise sur le Japon. Il y a quand même un message qui semble assez droitiste dans son film, et c'est ce qui lui a été pas mal reproché, même si on peut forcément le nuancer, mais c'est vrai que ça se ressent en tout cas une forme de rage politique dans son film. Il y avait déjà ça dans Evangelion, avec la Nerve et cette société un peu secrète qui dirige un peu tout. On retrouve un peu de ça dans Shin Godzilla, mais c'est vrai, il y a la critique de ce gouvernement un peu de droite, mais au final, de tout type de gouvernement, j'ai envie de dire. On l'a vu avec la crise du Covid, il y a eu des variations, mais dans les grandes lignes, tout le monde a un peu géré de la même façon. Je pense que si un kaiju arrivait à Tokyo, à Marseille ou à New York, on aurait des traitements différents, mais dans les grandes lignes, il y aurait des choses équivalentes. Il y avait un truc du coup qui m'avait fait marrer dans Shin Godzilla, qui me fait toujours marrer, c'est qu'au finalement t'as l'impression que c'est Macron qui sauve le Japon de Godzilla là. Oui, on peut dire ça. C'est vrai que c'est le jeune qui arrive après tout le monde, qui trouve la solution, une solution finalement apportée par des scientifiques. Moi je pensais plutôt ça dans le sens où c'est le président français. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que ça fait un moment, mais
effectivement, ouais. On a un beau rôle pour une fois. C'est écoute, on va pas s'en plaindre, effectivement. Mais cette critique, comme tu le dis, on va dire de la caste politique, on la ressent pas trop dans Shin Kamen Rider, mais on la ressent à nouveau dans Shin Ultraman. Ouais. Et des relations entre le Japon et les pays voisins ou les pays partenaires. Ouais, complètement. On aura l'occasion d'y revenir. Et moi, pour conclure, pour faire la boucle avec ce que je disais au début, le fait d'avoir découvert après Minus One, alors que Minus One est sorti avant, c'est que du coup, je trouve qu'il a un côté un peu moins spectaculaire, forcément, puisque Minus One est beaucoup plus axé sur, même si on n'a pas 1h30, 2 heures d'action non plus dans Minus One, il a choisi ses moments, mais je trouvais que l'histoire était plus accessible et du coup vraiment plus axée sur un Godzilla classique. Que là, ce côté gestion de crise, bureaucratie, à quelques... Ah bah c'est... Ouais, c'est pas du tout Godzilla, quoi. Non, c'est ça. Mais en fait, quand ça devient Godzilla, c'est Godzilla et ça y va à fond et c'est hyper impressionnant quand même. Les scènes, elles sont magnifiques. Et c'est ce qu'on verra dans les autres films du Shin Japan Heroes Universe, c'est que Anno, il va reprendre Anno et Higuchi, ne l'oublions pas, ils vont reprendre un peu tous les passages clés qu'on s'attend à voir là dans un film de Godzilla. Donc Godzilla qui sort de l'eau, des avions qui vont attaquer Godzilla, des trains qui vont foncer sur Godzilla. Mais en fait, il va réussir à ce que la trame narrative, elle utilise tous ces clichés à bon escient. Le train qui va foncer sur Godzilla, c'est pas seulement un accident, mais c'est un moyen que trouvent les gens pour essayer de stopper le monstre. Il y a plein de choses comme ça. Ouais. On va voir quasiment toutes ces attaques possibles. Voilà, il aime en fait de se dire, pour moi, ce sera peut-être le seul film Godzilla que je réaliserai, je vais tout mettre dedans. Ouais. Et pour autant, t'as pas l'impression d'avoir un surplus d'éléments. Non, c'est vrai. Et il arrive à y glisser tous ces états d'âme, toutes ces idées et en faire quand même un film spectaculaire qui a fait un carton en plus au Japon. Ouais. Ça a extrêmement bien marché aussi. Donc, non, c'est, quoi qu'on en dise, pour moi, ça reste une très très grande réussite. Enfin, c'est un film important. Oui. Vraiment important. Ouais. On verra quel avenir Shin Godzilla peut avoir et le Shin Japan Hero Universe peut avoir avec le succès de Godzilla Minus One qui maintenant lui vole la vedette un peu. Ouais, c'est sûr. Avant de passer au suivant, j'ai un avis à diffuser dans l'émission. Je me suis engagé. Ah bah oui, bien sûr. Mon fils, forcément, voulait donner son avis sur le film, donc je vais laisser Joshua en parler. Je vais vous donner mon avis sur Shin Godzilla. J'ai été très impressionné par la scène où il active son souffle atomique et les rayons laser de sa queue et ses écailles. J'ai adoré le voir se transformer et évoluer tout au long du film et le voir tout détruire lorsqu'il est un tétard et qu'il arrive à se mettre debout. Son arrivée dans la ville et quand il déplace les bateaux, c'est aussi très impressionnant. Et comme d'habitude, j'adore quand il détruit tout. Par contre, la scène du tunnel avec le sang qui coule sur le pare-brise de la voiture, ça m'a plutôt mis les chocottes. Pareil quand Godzilla perd du liquide rouge de sa peau, c'était vraiment dégueu. C'est son avis. Et on le respecte. Ah mais très bien. Voilà. Mais tu vois, on a le même. C'est ça. Mais vraiment, en plus, lui a vraiment retenu que j'ai eu peur en fait qu'il, si tu veux, qu'il trouve le temps long parce qu'il y a quand même beaucoup de. Ouais. Et puis en plus, c'est en japonais sous-titré, quoi. Donc il fallait le voir. Et en fait, lui n'a retenu que les scènes d'attaque et les scènes où il a son laser dans tous les sens pour se défendre des bombardements, quoi. Donc tu peux. C'est parfait. Voilà, ça reste un film Godzilla, quoi. Ça. Est-ce que tu avais des choses à rajouter peut-être là-dessus ou tu penses qu'on a fait le tour ? Je pense qu'on a fait le tour. On a dit que c'était un excellent film qu'il fallait découvrir ou redécouvrir
voir et revoir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Les éditeurs à le faire maintenant. Tout à fait d'accord avec ça. On l'a dit tout à l'heure, Anno va enchaîner sur une sorte de revival aussi de Evangelion avec Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time. Sur les titres compliqués, un long métrage de 2h30 quand même, un long métrage animé de 2h30 qui a la bonne idée j'ai regardé le début, de résumer tout ce qui s'est passé avant d'enchaîner, et qui le fait avec une qualité visuelle, moi, qui m'a déjà impressionné dès le début. Je pense que ça semble être, alors j'ai pas pu le voir jusqu'au bout parce que là c'était avec toutes les préparations, j'ai pas eu le temps de finir, mais de toute façon c'est pas le sujet du film, du podcast à proprement parler, mais c'est un film qui a l'air assez impressionnant quand même, et qui arrive quand même près de 30 ans après c'était 95 à peu près, Evangelion, si je dis pas de bêtises. C'était 95, ouais. Ouais, donc on y arrive, quoi. Donc 25 ans après, de toujours dans cet univers-là, et je pense que c'est quelque chose qui aussi à force doit le marquer, en fait, d'être toujours dans le même univers. Ouais. Ça doit être aussi ce mode d'enfermement dans un... Voilà. C'est ça, en fait. Déjà, le film arrive aussi 14 ans après le premier film de cette série. Ouais. Donc, forcément, il est obligé de refaire à chaque fois. D'ailleurs, c'est marrant, c'est que le film précédent s'appelle Evangelion 3.0 You Can Not Redo. Ouais. Oui. Donc alors qu'il passe sa vie à le refaire. Il passe sa vie à le refaire. C'est pire que George Lucas et Star Wars à l'époque. Mais pourtant, il a la volonté, en tout cas, il avait la volonté avec ce film-là de livrer, d'en finir, quoi, et de livrer les clés à d'autres auteurs qui pourraient s'emparer d'Evangelion et de l'ouvrir à d'autres personnages, à d'autres événements. Clairement, d'étendre l'histoire un peu comme l'avaient fait les auteurs de Gundam à l'époque. Maintenant, est-ce que ça fonctionnera ? Est-ce que ça ne fonctionnera pas ? Et est-ce que lui sera prêt, une fois que d'autres commenceront à s'approprier le truc, à le laisser partir ? Rien n'est moins sûr. Effectivement. Du coup, il devra enchaîner avec complètement autre chose. On l'a déjà teasé pas mal de fois, mais on en arrive enfin à Shin Ultraman, donc qui est un film qui se fait aussi en sortie de Covid, où il va se confronter à nouveau à son héros d'enfance, la personne d'Ultraman. Il va y débloquer pour l'occasion un budget de 900 millions de yens, soit un peu moins, entre 5 et 6 millions de dollars, et va laisser la place complète de réalisateur à Shinji Higuchi, pour le coup, et va se contenter, entre guillemets, d'écrire et de produire. Donc sa nouvelle notion, dans la notion de Shin, on l'a pas dit, mais Shin, finalement, ça veut dire un petit peu le nouveau, renouveau, enfin ça a plusieurs significations, mais en tout cas, l'objectif, c'est de réinventer ces personnages-là. Donc, va réinventer la genèse du personnage culte, pour ce qui est alors le 37e film consacré au personnage d'Ultraman à cette époque. Et comme dans le premier épisode de la série de 66, on a droit à un extraterrestre venu sur Terre pour combattre un kaiju, et qui tue accidentellement un homme parti sauver une petite fille égarée, et va alors en quelque sorte un peu fusionner avec lui et lui permettre de se transformer à volonté, mais pour un temps limité, avec ce marqueur temporel sur le torse et cette lumière rouge qui clignote. Il va pouvoir se transformer donc en super-héros géant et argenté, que les autorités vont pas tarder à appeler Ultraman. À la base, c'est une toute nouvelle trilogie qui avait été commandée avant de devenir un one-shot qui devait être tourné en 2019, mais la production a été reportée justement pour laisser à Anno le temps de finaliser Evangelion 3.0. Puis est venue la pandémie, forcément. Alors on l'a dit, Anno, lui, c'est un grand fan du personnage. Il avait même d'ailleurs démarré sa carrière derrière la caméra avec un court-métrage de fin d'études qu'il a appelé Return of Ultraman. Donc il avait déjà un peu œuvré dans l'univers Ultraman.
Il va vouloir vraiment faire un vrai hommage à la série qu'il aime, puisque il va pour le design Ultraman s'inspirer d'une peinture à l'huile signée Toll Narita de 83. Donc Narita, lui, c'est un artiste japonais qui est hyper important aussi, puisqu'il a travaillé sur les premiers Godzilla, et on lui doit aussi beaucoup d'éléments des 3 séries Ultra qu'on évoquait en début d'émission, et notamment le design d'Ultraman. Et j'ai noté aussi que Narita, ça c'est important, il a participé aux effets visuels de Super Express 109 en 75, qui est un film d'un film d'action dans un train que j'adore, enfin qu'on adore dans l'équipe, qu'on a traité sur les films de train. Donc j'en profite pour recommander une fois de plus The Bullet Train en anglais, ou Super Express 109 sorti chez nous en DVD. Je crois que c'est chez ESC Distribution. Ah ouais, c'est génial. Ouais. Tu vois ? Tu l'as vu ? Ouais, je vois. Ouais. Ouais, c'est un bullet train. Ouais. Ouais, ça me fait penser à plein de films américains. Film génial. Enfin, nous, on a vraiment adoré. Et pourtant, c'est un long film de 2h30 des années 70, mais... C'est un peu Speed avant l'heure. Oui, c'est ça, mais dans un train. Ouais. Exactement. Mais dans un train. On va retrouver dans le film également Bin Furuya, l'interprète original d'Ultraman, qui a servi de modèle de motion capture pour le film, mais pas seulement, parce que Anno a également essayé de faire modèle motion capture pour le film, donc il se fait un peu plaisir pour incarner son personnage. Furuya, il faut savoir que c'était un physique un peu particulier, c'est quelqu'un qui est très grand, très longiligne, avec de longs bras et de longues jambes, et qui dénotait un petit peu par rapport au physique traditionnel japonais, et c'est pour ça que il avait interprété le personnage à l'époque. Au casting, rapidement, on retrouve des acteurs comme Daiki Aikoa, qui était un jeune acteur qui a démarré dans le Sentai, dans Gao Ranger, au début des années 2000. On a Takumi Saito, qui est un acteur assez expérimenté malgré ses 34 ans à l'époque. Nazami Nagasawa, qui est une ancienne vedette de la série Sakura, et qui aura quand même tenu un rôle dans 2 films Godzilla différents, à savoir les 2 derniers de l'ère Millennium, Tokyo SOS et Godzilla Final Wars, et puis l'expérimenté Hidetoshi Nishijima. La série va réutiliser plein d'hommages. On va retrouver le thème de la série Ultra Q dans les scènes de combat. On va avoir une apparition de la Rugeus, un kaiju oiseau qui tout droit ressorti de la série originale Ultra Q. Enfin voilà, vraiment un hommage complet à toute cette période des années 60. Le film va rapporter plus de 34 millions de dollars en salle, et pour la 46e cérémonie de ce qu'on va appeler un peu les Oscars japonais, le film va gagner 3 prix: la cinématographie, la direction artistique et l'éclairage, et 4 prix, puisqu'il y a aussi le meilleur espoir pour Daiki Arioka. Higuchi a été nommé pour le titre de meilleur réalisateur, mais il va laisser sa place à quelqu'un d'autre, à savoir Kei Ishikawa pour le film Human, qui lui a remporté cette année-là 8 trophées. Donc c'est un film que vous pouvez retrouver, d'ailleurs j'en place tout de suite, actuellement sur Shadows. Donc si vous... Pour 5 €, vous avez la possibilité de le regarder entre autres films. On va retrouver cette idée de la caricature un petit peu bureaucratique qu'on avait dans Shin Godzilla, mais avec, j'ai trouvé une volonté d'un peu plus mettre en avant le courage de certains personnages. On y a quand même un peu plus d'humanité et de cœur, hein, surtout à travers notamment le personnage qui va pouvoir se transformer qui était parti sauver une petite fille qui n'avait rien à faire d'ailleurs toute seule dans cette ville, alors qu'il y a un kaiju géant, qui était en train de l'attaquer. On a ce côté aussi qui est lié au héros Ultraman, hein, c'est ce côté attachement aux humains en fait de l'extraterrestre. Ouais. C'est un peu le pendant japonais de Superman là-dessus. Clairement. T'en as parlé tout à l'heure, la réalisation elle est assez particulière. Mais je pense que c'est lié aussi à cette période de confinement et des réunions Zoom, hein, puisque on a des caméras qui collent au visage des acteurs, des caméras qui sont collées sur des ordinateurs, qui sont collées sur des télécommandes, au fond de paquets de chips. C'est assez improbable, mais c'est
C'est lié, en fait, si tu veux, ils ont filmé à l'iPhone, à l'iPad, directement des iPhones et des iPads des acteurs. Donc il y avait... alors, probablement aussi à un moment donné pour répondre à un besoin d'isolement de certaines scènes qu'ils voulaient tourner, mais voilà, pour donner ce style un peu documentaire vu de l'intérieur qui peut être assez déroutant, tout comme j'ai trouvé le montage assez rapide, tout est assez cut, et finalement on a encore une fois un peu on en a, mais le film est assez avare en scènes de combat. Hanno, lui, préfère se concentrer sur les échanges, les dialogues, quitte parfois à quand même multiplier les longs détails des plans d'action des méchants qui vont dire moi je vais faire ça pour ça, et jusqu'à un peu la caricature, quoi. Plus tout ce qui est matérialisation des états d'âme des acteurs, un peu à la manière de ce qui se faisait sur la série Evangelion. Du coup on a une fin qui est assez anti-spectaculaire, si au-delà d'une matérialisation d'un espèce de trou dimensionnel dans un format un peu pellicule noir et blanc, probablement un hommage encore à la série Ultra Q, et en fait on n'a pas de climax, hein, avec un dénouement qui se fait à travers un échange, un dialogue sur le devenir de l'humanité, donc quelque chose de... Voilà, c'est un choix qui est fait, mais qui peut vite dérouter notamment probablement notre œil occidental. Voilà, j'en ai dit beaucoup, je te laisse réagir sur le film. Excellente présentation. J'ai envie de réenregistrer ma présentation de Shin Godzilla maintenant. Non, mais t'as un peu tout dit. Il y a quelque chose qui me semble important qu'on n'a pas précisé dans Shin Godzilla, c'est que pour moi, quelque chose qui va être vraiment important sur ces 3 films, c'est que Hanno filme tout et écrit tout premier degré. Il n'y a jamais de cynisme, il n'y a jamais de second degré dans ces films. Les monstres existent vraiment. Les personnages réagissent en tant que tels. Voilà, on est très loin de ce que des Américains auraient pu faire. Et la petite nouveauté dans Shin Ultraman par rapport à Godzilla, c'est que il y a pas mal d'humour finalement. Dans le petit groupe qui s'appelle c'est la patrouille scientifique, qui reprend un peu l'idée des corporations politiques de Shin Godzilla. On va quand même, tout en restant premier degré, on va quand même un peu se moquer de certaines choses. Le chef, il laisse ses employés faire un peu ce qu'ils veulent, et puis il est toujours là à essayer d'aller couvrir auprès du Premier ministre, qui lui aussi se dit allez, comment on va couvrir cette affaire, tu me proposes quoi? Je te propose qu'on dise un peu n'importe quoi. Ouais, ok, ça marche, allez, on fait comme ça. Il y a des anciens agents secrets dans l'équipe, mais c'est abordé avec beaucoup de légèreté. Tu vois, le film se veut sérieux, mais léger en même temps. Ouais. Et quelque chose qui m'a très impressionné dans Ultraman et puis dans le film dont on parlera ensuite, c'est qu'il en fait, il a tellement envie de parler de tous les méchants de la série qu'il réussit à tous les caser, en caser beaucoup en fait dans le scénario. Et à chaque fois que tu vois un méchant arriver, tu dis c'est lui le grand méchant qui est derrière tout ce qui se passe depuis le début. Et puis non, en fait, tu passes à un autre derrière jusqu'à arriver au méchant final parce que on arrive à 2 heures de film et qu'il faut terminer. Mais je trouve ça assez adroit dans son écriture d'avoir réussi à caser autant d'histoires et de personnages sans arriver à nous saouler ou à nous perdre. Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai que j'en avais pas parlé de cet élément-là, mais qui est assez fou et assez déroutant. Mais c'est vrai que en tout cas, c'est son film le plus léger, ça c'est clair, parmi les 3. Et c'est une petite respiration. Et puis après, le personnage est aussi un peu à part, quoi, même dans sa gestuelle, dans sa raison d'être, dans ses interactions. Donc ça s'y prêtait beaucoup mieux. Et je peux pas m'empêcher de penser que finalement il y a un effet aussi lié à la psychologie d'Hanno à ce moment-là, en fait, parce que c'est quelqu'un qui fait de haut et de bas. Et là, tu te dis, il était dans une période, il avait repris un peu espoir.
Et on verra sur le dernier que le cycle est reparti dans un autre sens complètement, quoi. Ouais, complètement. Après, ce qui a pu jouer sur sa psychologie, c'est que il sort de son dernier film Evangelion, qui a dû être épuisant. Ouais. Il y a le Covid qui arrive derrière. Forcément, ça joue sur la production et sur l'écriture du film, comme on l'a dit, mais sur son psyché, sur son état d'esprit. Donc, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que Ultraman, c'est un personnage qui est très figé. Et à aucun moment il essaye de moderniser les poses. Comme je l'avais dit précédemment, je pense que les Américains auraient... on voit ce qu'ils font avec Marvel. Ils auraient fait un truc complètement différent. Et lui, il va rester sur ses poses très figées, le rayon qui est... qui peut paraître un peu ridicule, le rayon qu'il envoie sur les monstres. Il touche rien à ça. Ouais. En fait, on va juste avoir une plus jolie caméra, on va juste avoir de plus jolis éclairages et des effets spéciaux un peu plus lisses. Mais pour lui, que ce soit Godzilla, un Kaiju Ega ou un film Ultraman, ça doit ressembler à ça. Et il le fait ressembler à ça. Ouais, complètement. Il se pose pas vraiment de questions. Et ça reste très... Pardon ? Oui, parce que c'est aussi ce à quoi ont été habitués les Japonais et c'est comme ça qu'il existe pour eux, et en même temps il arrive, comme tu dis, il arrive à en faire aussi quelque chose de beaucoup plus moderne, et malgré ce rayon figé, comme tu dis, c'est ce geste, ce fameux geste des bras croisés qui est culte, il arrive à faire notamment une scène au début de combat contre un kaiju assez impressionnante. Hein. Ouais, assez impressionnante, ouais. Et qui un peu annonce aussi le troisième film, dont on va pas parler tout de suite, mais quand ça tape, ça tape. On peut parler du troisième film, hein, sauf s'il y avait encore des choses à rajouter, mais... On va y venir rapidement. Moi, il y avait un truc sur Ultraman qui me plaisait beaucoup, comme tu disais tout à l'heure. C'est en parlant de Tsubaraya, de Eiji Tsubaraya. Déjà, Eiji Tsubaraya, il s'était un peu inspiré de sa jeunesse quand il avait créé Ultraman, parce que c'est un ancien pilote. Et le premier humain à avoir les pouvoirs d'Ultraman, c'est un pilote, en fait. Donc ça, j'avais trouvé ça cool, et que la série Ultraman s'inspirait, comme tu le disais, un peu des Thunderbirds. Ouais. Et quelque part, il y a un peu un personnage à la Hideo Kiano dans Ultraman, c'est le geek de service dans l'équipe, qui va avoir qui va lever Enterprise sur son bureau, entre autres, et qui a quasiment toute la collection des Thunderbirds sur l'étagère derrière lui. Il y a le gros vaisseau, il y a l'île, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc, tu vois, même ça, Anno, en fait, il va chercher la référence dans la référence et la respecter. Effectivement, tu sais, c'est des détails qui m'avaient échappé à ce moment-là. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Et c'est toujours le niveau de lecture que tu as quand tu as un peu plus d'éléments derrière, quoi. C'est vraiment... C'est là où tu vois que aussi... tu peux être un fan, être multi-référencé, être multi-influencé, et pour autant délivrer un produit, une œuvre qui t'appartienne réellement, quoi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, et peut-être que justement il faut aller vers ce cinéma-là aussi pour avoir autre chose aujourd'hui, en fait, que le blockbuster classique qu'on nous offre, avec lesquels on nous gave, en fait, ces derniers temps. Mais c'est vrai, et en même temps, tu vois, on le disait tout à l'heure, c'est un film qu'on a adoré, c'est Godzilla Minus One. Ouais. Mais pour moi, Godzilla Minus One va dans cette direction de blockbuster un peu classique, et qui va, tout en respectant le personnage, va apporter beaucoup de modernité dans son traitement. Alors que Anno, sur sa trilogie, ou en tout cas son univers de film, arrive à pousser le classicisme à son paroxysme et à je sais pas, à faire un truc qui détonne, quoi. Ça fait jamais vieillot, et en même temps ça fait jamais moderne. Ouais, carrément. Il a l'équilibre parfait. Ouais, c'est vrai, c'est totalement vrai ce que tu dis.
c'est assez flagrant à l'écran. C'est assez difficile à définir sans le voir et en plus surtout que nous on n'a pas forcément vécu les choses de la même façon. Toutes les références. Ouais, c'est sûr. Ça. Et on n'a pas grandi avec ça. Ultraman, c'est pas non plus une série méga connue chez nous. Donc, je me souviens avoir vu la première série. Je sais pas comment j'ai pu voir ça. Et le premier dessin animé, vraiment sur des VHS. Je sais pas, peut-être la 5 ou je sais pas quelle chaîne avait pu diffuser ça. Mais depuis, ça faisait plus de 25 ans que j'avais jamais vu de Ultraman, quoi. Bah ouais. Parce que je m'étais pas non plus replongé dedans avec les séries Netflix ou tout ce qui est dispo sur Internet. Voilà, mais ouais, complètement. Contrairement, c'était très cool. Et puis ça. Moi, c'est pareil, j'hésitais pas à aller. Contrairement au personnage suivant, où là, on a eu des éléments ces derniers temps qui nous ont permis un peu de nous familiariser un peu plus avec ça, puis même d'autres éléments. Mais ça, je vais y revenir. Donc, c'était d'accord. On va parler du film suivant, qui est Shin Kamen Rider ou Shin Mask Rider sur Amazon, puisque là, il faut si on veut le trouver, il faut bien taper les choses, mais je vous expliquerai un peu pourquoi ensuite. Donc là, on est en 2023, un film encore retardé par l'épidémie de Covid. C'est directement Anno là, qui a contacté la société de production Toei qui avait les droits pour leur proposer de réinventer cet autre personnage cultissime à la fois du manga et de la télévision japonaise, à savoir le Kamen Rider. Ça tombait bien puisque la franchise a fêté ses 50 ans en 2021. Donc elle avait démarré à la télé et en manga en 71 sous le crayon de Shotaro Ishinomori, qui a quand même la particularité d'être inscrit au Guinness Book des records pour avoir créé au total 770 titres et 128 000 pages de manga. Donc il est inscrit au Guinness Book pour ça, c'est assez impressionnant. Pas mal quand même. Pas mal. Et une nouvelle fois, donc le film va se réapproprier la toute première saison de la série pour remonter à l'origine du personnage. Donc, va nous raconter l'histoire de Takeshi Hongo, un jeune homme transformé en cyborg par une organisation malveillante appelée Shocker, qui a pour objectif de créer une armée de super soldats en utilisant des êtres humains modifiés. Hongo parvient à leur échapper et va alors combattre l'organisation en utilisant sa supermoto transformable et ses pouvoirs d'homme sauterelle sous l'identité donc du Kamen Rider. Alors attention, je l'ai dit, si ça vous donne envie de voir le film dispo sur Amazon, il faudra bien taper Shin Mask Rider, puisqu'entre 95 et 96, on a ce petit margoulin de Haim Saban, qui a pris l'habitude de piller du Super Sentai japonais avec ses Power Rangers, qui va se réapproprier la série japonaise Kamen Rider Black RX pour créer un spin-off des Power Rangers qui va s'appeler donc Mask Rider. Et donc c'est surtout comme ça que le personnage a été connu en Occident. Donc pour ce Shin Mask Rider ou Shin Kamen Rider, donc Anno va reprendre toutes les choses en main, donc le scénario, la réalisation. C'en est donc terminé pour Shinji Higuchi, qui d'ailleurs n'a plus rien fait depuis Shin Ultraman. Au casting, le rôle principal de Hongo est confié à Sosuke Ikematsu, dont l'interprétation à fleur de peau convient plutôt à la tonalité du film, lui qui a débuté sa carrière à l'adolescence dans Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. On va également retrouver Minami Amabe dans le rôle de Ruriko, qui restera à jamais pour nous, en tout cas pour moi, Noriko dans Godzilla Minus One, tandis que son père est interprété par ni plus ni moins que Shinya Tsukamoto, qui interprétait déjà un biologiste dans Shin Godzilla, mais qui est surtout le célèbre réalisateur de cette saga si particulière qui est Tetsuo. Avec ses 15 millions de dollars estimés de budget, le film rentrera tout juste dans ses frais, tandis que Minami Amabe recevra un prix pour son interprétation aux Oscars japonais. Donc je disais un peu tout à l'heure, moi je connaissais le personnage de Kamen Rider probablement via la série Power Rangers, et j'avais tenté aussi un petit peu les dernières itérations qu'on a eues dans nos contrées, à savoir Amazon Riders et Kamen Rider Black Sun, dispo tous les deux sur Amazon Prime. Black Sun que je recommande vraiment pour sa noirceur et aussi son côté très politisé et assez violent. Le film
est tout aussi violent et généreux en gore, et coche aussi toutes les cases du tokusatsu, tel qu'on peut se l'imaginer, avec ses costumes, ce côté un peu latex, maquillage, mais surtout ses zooms et ses décadrages complètement décomplexés, une super moto qui se transforme et qui devient une arme super puissante, et un très joli combat dans une zone industrielle, un peu un classique. On est plutôt dans des carrières sur le Super Sentai, mais là on est sur une zone industrielle plutôt pas mal filmé. Après, le film fait ses 2 heures. Les situations et les scènes s'enchaînent très vite, ce qui le rend pas forcément simple à appréhender, d'autant que, comme on est encore une fois chez Anno, c'est hyper verbeux. On retombe dans le côté très dépressif et introspectif des personnages. On sent que il y a une saturation physique et mentale qui arrive chez lui et qui retombe un peu dans ses travers, et donc le film se traîne aussi une forme de spleen pendant tout son déroulé. Pour autant, on pourra se détendre en parallèle, parce que moi j'y ai vu aussi. J'ai 2 enfants, et entre le grand méchant de la série du film et celui de la série animée Miraculous, j'y ai trouvé pas mal de 2 points communs. Déjà, on a un homme seul dans une pièce qui se fait appeler le papillon. C'était forcément, le parallèle est vite fait, mais je pense que c'est plutôt la série française qui a probablement voulu à un moment donné rendre hommage aussi à cette série-là. Ça reste une série, un tokusatsu à la française, Miraculous, on peut se le dire. Il y a quand même quelques problèmes, j'ai trouvé, de raccord, notamment moi, ce casque qui change de forme d'une scène à l'autre, j'ai pas toujours compris, ou alors on l'a mal expliqué. Des CGI qui sont pas toujours bien heureux, surtout que on a vu maintenant de quoi les Japonais étaient capables, mais dans l'ensemble c'est un film que j'ai trouvé à la fois divertissant, réflexif, qui malgré tout je trouve aurait gagné à faire 30 minutes de moins. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je suis plutôt d'accord. C'est paradoxal. Je place Shin Godzilla vraiment très loin, très au-dessus. Ouais. Mais entre Ultraman et Kamen Rider, c'est un film qui dépote. C'est assez violent, les combats. Ouais. Franchement, je crois que je l'avais écrit à l'époque quand je l'avais vu. Ça surpasse tous les films Marvel en termes d'action, déjà. Et en même temps, je trouve que ça fonctionne un peu moins bien que sur Ultraman. L'enchaînement des différents méchants et des différentes situations, c'est un peu répétitif. Ouais. Et le rythme, il perd un petit peu. Complètement. Je crois que la première fois que je l'ai vu 2 fois, et la première fois, je l'ai vu en 3 ou 4 fois, quoi. J'arrivais vraiment pas à rentrer dans le film. Mais c'est assez fantastique. On perd un peu le côté politique des 2 films précédents. Ouais. Mais en même temps, il y a toujours cette critique de la société. Je pense notamment à la scène où il affronte la guerrière Gep, qui endort et endoctrine un peu tous les gens de la ville dans son entourage. Ça m'a un peu fait penser à l'endoctrinement par les politiques, par des lobbies, par plein de choses, et le contrôle de la population, et que sans aucun doute Anno adore critiquer depuis Evangelion. Oui, bien sûr. Mais et encore une fois, il respecte les poses du personnage principal. Alors Ultraman avait son réunion les bras croisés. Là, c'est le super coup de pied du Kamen Rider. C'est assez génial. Ouais. Et là où il va aller plus loin que sur les précédents films, c'est qu'il va introduire d'autres personnages de Rider qui venaient d'autres séries pour les faire se rencontrer, à la manière d'un film Avengers. Oui, c'est vrai. C'est vrai, sans pousser aussi loin forcément, et puis ça a moins d'impact forcément pour nous, mais oui, non. Ouais.
il y a quand même beaucoup de monde présenté, puis il y a cette forme d'enchaînement justement, comme t'en parlais. C'est vrai que ça me revient maintenant de enchaîner les méchants et les origin story vite fait des méchants, les particularités physiques de chaque bad guy. Ça va tellement vite. Je sais pas ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup ça s'enchaîne, c'est hyper cut et on s'y perd un petit peu. En fait, on n'a même pas le temps en fait de se poser sur un méchant, si ce n'est le principal, mais du coup je trouve que ça perd un peu son impact, alors que comme tu dis, les combats sont impressionnants et il y a un vrai effort là-dessus pour en faire un vrai film spectaculaire adulte, et ça c'est bien. Bien sûr, il y a une poursuite en moto qui est absolument incroyable. Ah ouais. Mais un peu comme avec Ultraman, le personnage est tellement puissant et à chaque fois tu te dis ce méchant là il a l'air super fort, là le héros va galérer un peu, et en fait il l'éclate en bim bim, son super coup de pied, et il l'explose, et à un moment tu dis finalement il court très peu de danger, et surtout quand les autres riders arrivent pour l'aider, enfin voilà. Mais c'est vraiment un pur plaisir ce film. Ouais, complètement. Mais de toute façon, si on doit faire le point sur les trois sont, comme tu dis, pur plaisir en fait, pour plein de différentes raisons, parce que on n'a pas du tout la même, on n'a pas l'habitude chez nous d'avoir autant de sentiers battus sur comment fonctionne un personnage, et puis c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, que de voir quelqu'un là qui fait comme je disais tout à l'heure, des zooms qui filment un personnage en train de sauter sur un trampoline et de faire une pirouette en l'air, et de filmer par en dessous, comme on peut le voir dans tous les épisodes de Power Rangers. C'est bien de pouvoir voir autre chose, et on peut prendre plaisir, même si d'aucuns pourront trouver ça parfois un peu à la limite du ridicule, parce qu'on n'en a pas l'habitude, mais ça a le mérite d'être différent en fait, et assez rafraîchissant, franchement. C'est ça, en fait, quand on a grandi avec la génération un peu Power Rangers, il y avait quand même un peu des fois une dose un peu de cynisme, et puis tous les ajouts de Saban, c'était pas toujours du meilleur goût. Donc là, forcément, on va voir ces mecs en armure colorée, qui sautent dans tous les sens, qui se battent dans des zones industrielles ou dans des carrières. Ça rappelle, de toute façon, comme tu disais en début d'émission, on est marqué par les inconnus là-dessus. Ouais, complètement. Mais le fait que Anno, il soit toujours premier degré, qu'il prenne jamais son sujet de haut, ça aide à apprécier, et ça donne vraiment envie d'aller découvrir ces personnages dans leurs premières œuvres, ou tout ce qu'il existe en dehors de cet univers. Ouais, même de et qui malheureusement est très peu accessible en France. Ouais, même si on a des gens qui militent un peu plus pour ça, et le fait d'avoir maintenant Internet pour faciliter l'aspect communauté, et d'aller chercher ces gens-là. J'ai préparé pour la toute fin un peu des éléments de recommandation, en tout cas des choses pour aller plus loin, donc je vais peut-être en parler juste après, mais voilà, on a la chance aujourd'hui de trouver des canaux pour trouver d'autres personnes, pour trouver ou entendre parler de ces sujets-là, ou voir les films, et donc c'est ou les films ou les séries. Donc c'est vraiment les choses ont bougé là-dessus, et c'est vraiment sympa, quoi. Je pense que avant c'était quand même compliqué, il fallait connaître quelqu'un qui allait au Japon, et puis trouver un fan qui savait sous-titrer. Enfin, c'était impossible, quoi. Donc et c'est pour ça qu'à mon avis il y a des gens qui ont su tirer leur épingle du jeu pour parler de ces choses-là, et qui sont un peu devenus des experts, je vais citer, tu vois, tout à l'heure j'ai dit Fabien Moreau, t'as des mecs comme Daniel Andrieff aussi, qui sont beaucoup là-dessus, Julien Cévéon, qui est un spécialiste aussi de l'Asie. Donc tous ces gens-là ont contribué aussi à ramener ça chez nous, et à nous permettre de découvrir des œuvres qui restaient confinées à un continent. Donc bien sûr. Ça c'est vraiment chouette, quoi. Et puis honnêtement, même quand tu vas sur place, j'y étais il y a
il y a quasi 1 an et demi, c'est pas si simple de trouver certaines choses. Hein. Ah non. Sur les vieilleries comme ça. Mais comme tu disais, c'est vrai qu'on a des experts qui... Bon, pour moi, je trouve des fois, on les voit parfois un peu trop, et du coup, ça laisse pas la place à d'autres. Mais au moins, ça permet d'accéder à certaines choses. Et puis, comme tu disais aussi, voilà, il y a plein de sites, alors Lego, pas Lego, sur certaines choses, malheureusement, pour tout ce qui vient du Japon, on n'a pas beaucoup de choix, mais qui permettent de voir plein de séries, que ce soit des Super Sentai, des séries du Kamen Riders, Ultraman, ou plein de tokusatsu divers et variés. Ouais, complètement. Donc, c'est pour ça que j'étais super content que tu proposes ce sujet-là, parce que c'est pas forcément courant de pouvoir en discuter. Et sur le coup, je me dis, est-ce que je serais légitime à en parler, etc. Mais en fait, je me dis, bah voilà, si on peut être une porte d'entrée vers d'autres, aller en attirer, donner envie, tant mieux. Et il y a plein de choses à découvrir. Et voilà, je pense qu'on n'a pas la prétention aujourd'hui de faire une étude experte sur le sujet, mais vraiment voilà, de partager une envie de découverte. Ouais, c'est ça, c'était pas notre objectif. Complètement, mais du coup c'est une autre proposition. Si ça l'avait été, la technique nous aurait un peu plombé. Ouais, mais je pense qu'il faut que tu emménages dans le Nord, hein, à un moment donné, ce sera plus simple, tu viendras à la maison. Ouais, je crois, je dois faire ça. Ouais. Voilà, mais peut-être, ou un jour je passerai te voir à Lyon, ce sera plus faut plus pas facile. hésiter. En tout cas, il y avait une petite anecdote à laquelle je pensais quand tu as commencé à parler du tokusatsu et puis qu'on est parti vers les films de kaiju. C'est une anecdote de Tarantino, puisque on a parlé de cette réappropriation de certains codes et de certains styles du tokusatsu dans l'Occident et comment on le voyait. Je pense notamment à un clip des Beastie Boys, Intergalactic, où on voit un monstre géant affronter un robot géant. Et c'est dans Kill Bill, en fait. Tarantino, il essaye dans Kill Bill de prendre un peu tous les clichés des films japonais et chinois. Donc t'as le combat au katana, t'as les maîtres ninja, enfin les maîtres de kung-fu, tout ça. Et il a toujours voulu faire un combat de kaiju à l'intérieur de Kill Bill, mais il n'a jamais trouvé comment intégrer ça dans l'histoire. Et c'est en allant à une projection privée de Hot Fuzz d'Edgar Wright avant la sortie du film. Donc Edgar Wright l'invite à regarder le film chez lui. Et je sais pas si tu t'en souviens et si les auditeurs s'en souviennent, à la fin de Hot Fuzz, Simon Pegg affronte le méchant du film qui est joué par Timothy Dalton dans une maquette de village, puisque en fait c'est un mini village. Oui, c'est ça, oui. Comme ils habitent dans une ville qui reçoit des prix du meilleur village de l'année à chaque fois. Leur village est reproduit en maquette dans une partie de la ville pour que les jurys puissent admirer encore mieux. Enfin voilà, ils sont vraiment fiers de la ville au point de le représenter en maquette. Et donc on a Simon Pegg et Timothy Dalton qui s'affrontent au milieu de la maquette d'une ville. Et Tarantino avait dit à Simon Pegg, ah putain, mais en fait t'as réussi. Ouais. J'ai jamais pensé à ça, à faire que Uma Thurman affronte un méchant dans une maquette de Tokyo. Ah ouais. Parce que voilà, pour lui c'est un truc qu'il aurait adoré faire. C'est vrai. Moi, cette scène m'avait marqué justement dans Hot Fuzz en disant mais oui, ça y est, il le fait, il fait son hommage au kaiju, il se fait un petit plaisir. Et c'est là où tu vois à quel point finalement tout ça a marqué des générations un peu partout. Ça me rappelle même un épisode de Malcolm, celui où ils construisent des tours de Lego dans le salon et Lois tombe à la manière d'un kaiju, elle casse tout et on est vraiment là dans l'hommage aussi avec les bruitages et tout et tu te dis voilà, c'est tout ça a marqué du monde quand même, hein, et il y a pas mal d'héritiers de tout ça. Il y a même une série française de Super Sentai, France 5, qui est hyper respectueuse du genre, pour le coup, qui est vraiment fait par des fans, c'est très premier degré. Et voilà, ça infuse un peu partout, malgré tout, dans nos générations principalement, hein, je vois au sens large, mais
mais du coup, c'est forcément infusé là quelque part et ça a marqué beaucoup de monde, quoi. Ah bah ouais. Si on veut approfondir et découvrir des séries de Sentai ou autres, des films de kaiju, t'as peut-être des adresses à conseiller aux auditeurs ou... Alors j'ai, en tout cas, pour y voir un peu plus clair, je voulais conseiller la chaîne YouTube Tokuscope. Encore okay. Fabien Moreau et Jordan Guichaud. Qui font des émissions où ils vont vraiment nous présenter des personnages importants, des séries, parfois des bouquins, conseiller des DVD ou des choses comme ça. Et bon, ça fait quelques années que ça existe, hein, mais je trouve que ça, ils sont vraiment intéressants et assez bien documentés. Donc oui, j'en passerai par là. Après, sur où trouver le contenu, pour le coup, là, faut diguer un peu, quoi. J'ai pas de référence. Alors j'ai une adresse à conseiller un peu qui propose pas mal d'épisodes de séries comme ça. Ça s'appelle Tokufun, donc TOKU.fun. Ok. Et on peut découvrir des séries Ultraman, du Kamen Rider, des Super Sentai. Je me suis refait pas mal de Bioman comme ça. Donc soit on les regarde en téléchargeant, soit en streaming. Okay. C'est en japonais sous-titré anglais. Ouais, pour les anglophones, ça peut le faire. C'est déjà une bonne porte d'entrée. Je pense que de toute façon, ça va être difficile de faire mieux, même si on a certaines séries vraiment connues qui bénéficient de fansub parfois en cherchant bien. Il y a des forums spécialisés aussi dans le toku, dans le tokusatsu. Donc il y a aussi des références là à aller chercher. Moi, il y avait aussi tu parlais du PIF tout à l'heure, il y avait un podcast qui a été hyper important pour moi parce que c'est ce qui m'a donné envie d'en faire, c'est le PIFcast. Le PIFcast, bien sûr. Il y a un épisode dédié au tokusatsu avec donc c'est Xavier Collomb qui anime et qui est assez fan de ce sujet-là et qui est accompagné d'un autre invité, donc Laurent, je ne sais plus son nom, mais en tout cas il y a un épisode dédié au tokusatsu il le fait vraiment vraiment très bien. Il y a après si on veut parler de Godzilla, j'ai beaucoup de choses à proposer. Moi forcément pour préparer un petit peu et puis c'est des bouquins que j'avais depuis un moment, donc j'ai replongé mon nez dedans. Il y a forcément le hors-série Mad Movies consacré à Godzilla. Donc écrit en grande partie par Julien Cévéon, complété sur la partie américaine par un certain Alexandre Poncé, je sais pas si tu le connais. Bien sûr. C'est l'ami de Ryan Johnson. Comment ? Oui, de Ryan Johnson. C'est l'ami de Ryan Johnson. Oui, l'ami de Ryan Johnson, c'est vrai, il faut le préciser, et de Phil Tippett. Ouais. Il y a un bouquin sorti chez Sœur d'édition que je suis en train de lire, que je n'ai pas encore fini. Je suis allé à la fin pour Shin Godzilla. Donc écrit par Nicolas Denéchaud et Thomas Giorgetti, qui s'appelle L'Apocalypse selon Godzilla, le Japon et ses monstres, et qui fait un parallèle donc entre l'histoire de Godzilla et l'histoire du Japon. Donc il y a tout un rappel aussi sur toute l'histoire depuis le Japon féodal, et qui est hyper intéressante, qui permet vraiment de mettre en perspective les films et l'histoire du Japon. C'est vraiment bien écrit, c'est un beau bouquin, donc c'est sorti chez Sœur d'édition. Et pour faire écho à ça, il y a un podcast maintenant qui est dédié à Godzilla, qui s'appelle Godzilla Final Podcast, qui n'est pas par ces auteurs-là, qui est animé par Stéphane Boulet et Martin Gamera. Et qui retrace l'intégralité oui, le nom est bien trouvé, et qui retrace l'intégralité des films Godzilla aussi à travers le champ historique. Seul truc, c'est que je trouve que Martin a trop d'hésitation dans sa voix. Alors je sais qu'il y a plein de monde qui a aussi avoir des choses à redire sur la manière dont je parle, donc c'est horrible de dire ça, mais j'ai beaucoup de mal avec ces longues hésitations. Je trouve que il mériterait d'aller un peu plus vite dans ses explications, donc c'est le seul truc qui me dérange dans ce podcast. Moi je trouve qu'en dehors de l'émission d'aujourd'hui, les émissions de Le Film Le Plus sont plutôt sans hésitation, sont plutôt fluides. Non, c'est vrai.
Voilà. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Peut-être, toi, si tu as des choses à recommander. Avant ça, j'ai une recommandation d'un certain Joshua qui souhaitait aussi apporter une recommandation. Peut-être que tu voudras rebondir dessus également. Je laisse Joshua intervenir sur sa recommandation. J'ai une recommandation à vous faire. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille d'aller regarder Ultraman Rising sur Netflix compte enfant. C'est réalisé par Shannon Tyndall, qui a beaucoup travaillé sur Kubo et l'armure magique, et c'est vraiment très cool. Et en plus, c'est adapté aux enfants. Effectivement, il y a un long métrage animé Ultraman sur Netflix qui est assez sympa, beaucoup plus abordable qu'un Shin Ultraman, beaucoup plus adapté à l'Occident et aux enfants, donc on a regardé ça, c'était vraiment cool. Bah écoute, moi je trouve que tu as trouvé le remplaçant pour Pierre ou Alex le jour où ils veulent partir. Hein. Tu pourras demander à ton fils. Ouais, bah je pense qu'il y aura forcément une meilleure analyse que certains, que l'un des deux. Je dirais pas lequel. Non. Je les salue forcément. C'est une première, hein, ce hors-série là, donc ça m'a fait bizarre au départ de le faire sans eux, mais oui, ils sont pas fans du cinéma asiatique, donc je trouve ça bien qu'on trouve aussi des moments pour en parler. Donc, on sera meilleur sur la technique la prochaine fois. Ouais, on va essayer, on va enfin trouver un moyen de bien fonctionner, mais le montage fera des miracles. Mais pour conclure sur cette émission, dans la plus pure tradition de le film le plus, alors quel serait ton film le plus ? Dans le Shin Japan Heroes Universe. Ça va paraître tarte à la crème, mais sans hésitation, c'est Shin Godzilla. Je pense que il est au-dessus du lot, vraiment au-dessus du lot, quoi. C'est vrai, pareil. Bah ouais. Même si j'étais agréablement surpris des deux autres. Oui. Par les deux autres, pardon. Ouais, non, mais Shin Godzilla est vraiment au-dessus. Ouais, complètement. Mais il faut voir les trois pour. Ça reste on l'a dit, hein, un univers complet et assez cohérent dans ce qu'il fait. C'est une belle porte d'entrée pour tous ces personnages-là aussi. Donc, puis c'est trouvable facilement. Donc, voilà, oui. Allons-y aujourd'hui. Alors, Shin Godzilla, il faut y aller, quoi. Shin Godzilla, c'est DVD, mais je ne sais pas s'il est sur des plateformes SVOD, je ne pense pas. Je crois. Si, je crois. Je crois qu'il doit être sur... via Amazon, on doit pouvoir réussir à y accéder. Je crois bien l'avoir vu sur une plateforme. Mais en tout cas, les autres le sont, donc il ne faut pas hésiter, je pense, de chercher en direct. Et puis le reste, donc Amazon Prime et Shadows qui nous proposent tout ça. Voilà, Amazon Prime, on peut voir Godzilla Résurgence, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas trouvé. Je n'ai pas cherché, mais bah voilà. Donc Prime et Shadows, vous avez tout ce qu'il faut pour découvrir tout ça. Et en plus, si vous avez un VPN, vous pouvez regarder Godzilla Minus One sur Netflix aux États-Unis. Donc, il faut pas hésiter non plus. Pas s'en priver. Exactement. Je pense que on a été complet. T'as pas donné de petites recommandations. T'avais quelque chose à recommander en plus Pas aujourd'hui, malheureusement. Pas aujourd'hui. Avec l'écriture du livre, j'ai un peu. Ouais, je comprends. J'ai un peu coupé toutes les films, les séries, tout, voilà. Donc, je m'y remets progressivement. Bon. Eh ben, écoute, je suis ravi d'avoir été ta première activité de reprise de vie à peu près normale. C'est ça. De toute façon, on se recapte prochainement pour reparler de tout ça et de tes projets. Tu le sais, tu es toujours le bienvenu. Il y aura toujours une place pour toi, Ernie. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Merci François, je te souhaite une bonne fin de soirée et puis à très vite dans le podcast. Bonne soirée, à très vite, au revoir les auditeurs. Salut.